Bien, bonjour à toutes et à tous. La séance va se dérouler comme d'habitude, environ pendant 1 heure. Donc, Catherine Cher interviendra et ensuite nous aurons 20-25 minutes d'échange. Comme nous sommes assez nombreux, plus d'une cinquantaine, les échanges, les questions que vous aurez à poser ou les remarques, vous les formulerez à travers la conversation. Donc, vous poserez des questions par écrit et la discussion se fera de cette manière-là, si vous voulez bien. Quelques mots de présentation de Catherine Cher, qui nous a rejoint l'année dernière comme maître de conférence à l'EFEO, qui est anthropologue, qui est aussi rattaché au CAS, donc le Centre Asie du Sud-Est de l'EHESS. Elle a soutenu en 2014 une thèse à l'EHESS qui s'intitule La réforme des gongs, dynamique de christianisation chez les Bunong protestants du Cambodge, donc sur le sujet sur lequel elle va intervenir aujourd'hui. Un certain nombre de publications aussi, dont un ouvrage qu'elle a co-dirigé en 2018 chez Brill, qui s'appelle The Mission of Development, sur la relation justement entre ces missions chrétiennes et le développement international en Asie à partir du 19e siècle. Donc son sujet d'étude porte justement donc sur ces minorités autochtones du nord-est du Cambodge. Et elle va aujourd'hui intervenir sur un aspect particulier, une période qui est tristement connue, mais qui est très spécifique aussi pour cette population donc, de la République des Khmers entre 1970 et 1975. Voilà, donc je laisse la parole et, pour une heure d'intervention avant de passer aux échanges. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis ravie de voir des collègues en plus des étudiants qui se connectent. Et je me réjouis de pouvoir partager avec vous une recherche dont les bases ont été jetées déjà il y a une dizaine d'années, mais que j'ai eu l'opportunité d'approfondir depuis que je suis arrivée à l'EFEO. L'accent sera posé sur la première partie de l'intitulé de cette séquence du séminaire, donc sur dire l'histoire, une histoire qui ne semble pas avoir laissé beaucoup de traces écrites. Face à ce relatif manque de sources écrites, les sources orales prennent une double importance en ce qu'elles reflètent non seulement une façon de concevoir le passé, mais fournissent aussi des éléments nécessaires pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé dans une approche plus positiviste. J'ai pour la première fois entendu parler de soldats Bunong dans l'armée de la République khmer en 2009, lorsque je venais de commencer mes recherches ethnographiques sur les hautes terres du Cambodge, dans la province de Mondulkiri, voilà, où habitent en grande majorité des gens qui s'autodésignent aujourd'hui comme Bunong et qui sont locuteurs d'une langue austro-asiatique Mon Khmer, qui est le Bunong ou le Mnang, qui se distingue de celle de leurs voisins de la majorité khmer. Je m'intéressais alors plus particulièrement aux habitants minoritaires de cette région du Nord-Est qui avaient récemment adopté la religion chrétienne. Ce fut en effet afin d'apprendre comment ils en étaient arrivés à se convertir au protestantisme que j'étais allée voir Mesok et Pesok, un couple de paysans qui approchaient alors la fin de leur cinquantaine. Pendant que le riz était en train de cuire sur le feu, mon collègue Ned Prak et moi écoutions Mesok et Pesok parler d'un temps qu'ils appelaient les années B52. Ah, voilà. Je dois encore gérer un peu mieux le PowerPoint. Dans cette région frontalière du Cambodge, le nom des bombardiers employés par l'armée américaine au cours de la guerre du Vietnam était couramment utilisé pour désigner l'époque durant laquelle leur présence dans le ciel s'avérait particulièrement menaçante. La province de Mondulkiri était déjà la cible d'attaques aériennes secrètes visant à détruire des bases communistes au cours des années 60, mais les bombardements s'y multiplièrent cependant suite à l'éviction du prince Sihanouk en 1970 et avec la prise de pouvoir de son ancien premier ministre et chef des armées, Lon Nol, un fervent pro-américain. Comme beaucoup de Bunong dont les villages étaient situés près de la frontière, Mesok et Pesok tentèrent de s'échapper au danger en s'enfuyant
dans un camp de réfugiés situé au Vietnam. Ce fut dans ces camps que leur trajet prit une tournure dont je n'avais jamais entendu parler ni vu de traces écrites auparavant. Ils furent emmenés par voie aérienne et fluviale à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où Peu Sok rejoint l'armée nationale dans son combat contre les forces communistes. Il s'est avéré que Mes Sok et Peu Sok furent loin d'être les seuls Bunong rapatriés à Phnom Penh au début des années 70. Il y eut probablement des centaines de réfugiés qui s'enrôlèrent, comme eux, pour une mission restée en dehors du registre historique. Lorsque nous demandions au couple qui d'autre pouvait nous parler de cette période, de cette expérience, il n'évoquait cependant que 2 personnes, la nièce de Mes Sok et Peu Kron, un homme d'un village voisin. Au fil de nos enquêtes à Mondulkiri, il fut question de quelques autres Bunong qui étaient revenus de cette mission, mais la liste inachevée des noms de ceux dont on n'avait plus entendu parler était incomparablement plus longue. Mon exposé se fonde sur ces paroles pour intégrer cet embrigadement de soldats Bunong au récit historique, tout en apportant quelques éléments à ce que l'on sait sur la République Khmer. Contrairement à certaines minorités ethniques du Vietnam et du Laos, dont le vécu de cette période tourmentée fut relativement bien documenté dans les travaux historiques, jusqu'à récemment, il y eut peu d'études sur la manière dont leurs homologues du Cambodge avaient traversé cette période de conflit. Similairement, on apprend peu sur ceux que Pol Pot appelait frères et sœurs des minorités ethniques, dans la plupart des nombreux travaux historiques sur les Khmers rouges. Les rares références aux minorités montagnardes qui s'y retrouvent se résument souvent au fait que les gardes du corps de ceux qui allaient devenir les leaders du Kampuchea démocratique étaient des hommes des minorités ethniques. Ce focus sur les montagnards comme fidèles alliés reflète un discours et des images promues par les Khmers rouges eux-mêmes, comme on le voit dans ces images d'un film de propagande. L'historienne Sarah Colm et l'ethnologue Frédéric Bourdier furent les premiers et pendant longtemps les seuls à s'être penchés sur les vécus complexes des habitants des Hautes-Terres à cette époque, montrant notamment qu'il y eut parmi eux, comme ailleurs dans le pays, des personnes ayant souffert de déplacements forcés et d'autres exactions. À ces travaux se sont ajoutés en 2016 une monographie de Krishna Huk et cette année, les ouvrages de Jonathan Padwy et une monographie de Frédéric Bourdier qui illustrent notamment comment les habitants de la minorité Djarai de la province voisine de Mondulkiri, qui est Ratanakiri, ont navigué ces années turbulentes. L'objectif de ma présentation est de contribuer à ces remises en question de représentations simplificatrices et uniformisantes des minorités montagnardes par le biais de récits Bunong sur cette période. Il s'agira d'inscrire donc la mission militaire que les habitants de Mondulkiri ont assumée sous la République Khmer dans une histoire qui a jusqu'à présent largement effacé leurs paroles. Le fait qu'il s'est agi d'une entreprise militaire largement inconnue requis de commencer par en clarifier les grands traits en croisant les récits Bunong, en les recoupant avec les témoignages de quelques vétérans américains de la guerre du Vietnam et avec les rares traces écrites trouvées dans des ouvrages historiques, dans la littérature grise, notamment des documents trouvés dans les archives virtuelles de Texas Tech et dans quelques articles de journaux. Je regrette cependant ne pas avoir pu porter beaucoup d'attention, ou en tout cas assez d'attention, à la question du rapport que nos interlocuteurs Bunong avaient à leur passé. Je suis ainsi consciente que, comme le soulignent Paul Hans et Michael Lernbach, les souvenirs, loin d'être de simples enregistrements du passé, sont, et je les cite, des reconstructions interprétatives qui portent la marque de conventions narratives, de pratiques discursives et de contextes sociaux de rappel, et je rajouterai d'oubli. À cela s'ajoute que ces souvenirs sont d'autant plus complexes lorsqu'ils concernent des violences perpétrées contre des individus ou des groupes. Alors qu'au fil de la présentation, je ne ferai qu'ouvrir des questionnements quant aux façons dont nos interlocuteurs Bunong ont pu faire sens d'un passé en partie très violent, il me paraît important de spécifier en amont dans quel contexte et dans quelles interactions ces histoires se sont formulées. Les rencontres avec nos interlocuteurs Bunong se sont déroulées à Mondulkiri, chez eux et dans leur langue maternelle.
même si avec le temps, mes capacités linguistiques, mes capacités de parler le Bunong m'ont permis de mener les entretiens de manière autonome, ce qui n'était pas encore le cas en 2009, quand l'aide de NetPrac était tout à fait incontournable. J'ai continué de travailler avec des collaborateurs Bunong, d'une part Vanara Riem et d'autre part Sotia Kim, qui ont enrichi ces échanges de leurs questions et de leurs réflexions. Comme je l'avais brièvement évoqué, Mesok et Pesok mentionnèrent leur lien avec l'armée de la République Khmer de manière incidente lorsqu'ils expliquaient comment ils en étaient venus à se convertir au christianisme. Loin de dérouler une histoire chronologiquement organisée, le cheminement du couple Bunong émergea par le biais de fragments, de moments forts, mais dans lesquels le contexte plus large restait souvent ou presque toujours implicite. Il en allait de même de la narration de Pekron, que nous sommes allés voir spécifiquement dans le but de parler de son expérience des années 70. Il évoqua des épisodes marquants et des personnes qui furent importantes pour lui au fil de son parcours, et une grande partie de nos échanges consista en effet en des demandes de clarification contextuelle qui venaient donc de notre part. Que ce fût en discutant avec ces 3 survivants ou avec les personnes dont des proches étaient partis, je n'ai pas perçu de malaise au cours de nos conversations, mais pas non plus de côté revendicatif à ce que les gens racontaient. Par exemple, je n'y voyais pas d'envie de mettre en avant une participation Bunong au sein des forces armées Khmer, pas non plus de volonté de rétorquer à une histoire nationale qui effaçait souvent leur voix. Lorsque je suis retournée voir Mesok et Pesok et d'autres personnes ayant connu cette époque en début de cette année, je leur ai dit ma frustration de ne pas avoir trouvé plus de sources écrites qui faisaient état de leur mission, de leur expérience. Pour certains de mes interlocuteurs, cette absence ne faisait qu'expliquer pourquoi je venais leur poser des questions, mais pour d'autres, elle contribua à leur propre motivation de m'aider à documenter et mettre à l'écrit cet épisode historique. Penim, dont des membres de la belle famille étaient partis, remarqua ainsi que l'absence de traces écrites de l'engagement de ces personnes Bunong donnait l'impression, et je le cite, qu'elles avaient disparu pour rien, comme si leur vie n'avait pas eu de valeur. Il partagea son impression avec des voisines et des voisins qui sont venus nous rejoindre pour partager leurs histoires. Si l'idée de disposer d'une trace écrite de ces histoires parut attrayante à certains de nos interlocuteurs, qui avaient pourtant l'habitude de transmettre leur passé oralement, ce fut probablement en partie dû à une volonté croissante de montrer à des personnes extérieures, notamment de la majorité khmer, qu'en tant que Bunong, il n'était pas de moindre valeur, ou qui méritait également du respect. Cette quête de reconnaissance peut être liée au fait que depuis une dizaine d'années, de plus en plus d'habitants Bunong de Mondulkiri voient leurs champs et forêts être engloutis par des concessions économiques, les transformant en plantations ou en surface d'extraction de ressources minières. Dans ce contexte, des voix locales ont commencé à s'élever contre ces exactions par le biais du vocabulaire des droits des peuples autochtones. On peut dès lors se demander comment une telle recherche de reconnaissance va influencer le rapport des Bunong à leur passé, notamment leur intérêt à s'inscrire dans l'histoire dominante, remettant par là en question leur position de subalterne dont la voix était mise en sourdine. Dans un premier temps, je vais brièvement revenir sur les trajectoires des Bunong qui se sont enfouis au Vietnam et sur leur vie dans les camps de réfugiés pour ensuite aborder leur recrutement en tâchant d'élucider l'organisation politico-militaire à la base de cette mission et les raisons qui ont pu amener les recrues montagnardes à s'embrigader. La dernière partie sera focalisée sur les trajectoires des 3 survivants Bunong, interrogeant la façon dont ils ont pu vivre une expérience qui a paru aussi dure qu'extraordinaire. Tout d'abord, quelques mots sur la vie à la fin des années 60 dans la région frontalière de la province de Mondulkiri, dont sont donc originaires Mesok et Pesok et les autres personnes au centre de ce travail. Depuis sa création en 1962 sous le gouvernement de Sihanouk,
la province de Mondulkiri fut placée sous administration militaire des forces armées royales Khmer, ou FARC, de même que ce fut le cas pour la province voisine d'Aratanakiri. Un des objectifs du gouvernement était en fait d'intégrer les populations montagnardes dans la jeune nation cambodgienne en les assimilant à la majorité khmer, notamment par le biais de politiques de relogement et de promotion d'une riziculture irriguée, là où la riziculture itinérante sur brûlis était prédominante. Alors que ces politiques furent mises en œuvre de manière brutale à bien des endroits, notamment à Ratanakiri, où elles causèrent des rébellions violemment réprimées, il se trouve que la plupart des habitants de la région frontalière s'étendant entre Bousra et Daktam, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais Bousra se trouve ici en haut et Daktam ici, vivaient encore sur leur territoire d'origine et à la toute fin des années 60. Ils savaient cependant que dans leur forêt circulaient d'une part des Khmers rouges qui avaient commencé à prendre refuge dans le nord-est dès le début des années 60 et de l'autre des Vietnamiens communistes qui avaient eu l'autorisation de Sihanouk, du gouvernement cambodgien, de s'établir du côté cambodgien de la frontière en 65. Les bases des soldats vietnamiens et les fameuses pistes Ho Chi Minh qui les reliaient firent cependant aussi de cette région une cible des bombardements américains. Je n'ai pas rentré dans les détails de ces attaques, mais notons que la zone autour de la montagne Nam Lir, qui est toute la zone que vous voyez en pointillé, fut identifiée en fait comme base Viet Cong 740 par les Américains et devint ainsi la cible de plusieurs campagnes de bombardement entre 69 et 70. Tandis que Henry Kissinger affirma que les régions bombardées n'étaient pas habitées par des Cambodgiens, les habitants du coin en disaient tout autrement. Bunam et Bumur, qui sont situés le plus au nord, étaient bombardés en premier et il y eut beaucoup de morts, alors qu'à Bundron, qui est plus ici dans le sud, on rapporta 3 personnes mortes et un éléphant. Et à Boulou, voici, il y eut apparemment plus de 30 morts. Les villageois de Boulou et de Bundron, qui avaient survécu à ces attaques, se sont réunis le lendemain matin pour fuir ensemble direction Vietnam. Une fois traversée la rivière qui marque la frontière, ils auraient été embarqués par des soldats sud-vietnamiens et américains en direction du camp de Duc Lap, que vous voyez donc ici. Les habitants des villages situés plus au sud, comme par exemple Lampe, dont étaient originaires Mesok et Pesok, qui est ici, se sont enfouis au camp de Bubong, mais avant d'avoir été attaqués en fait. C'était suite à des avertissements sur lesquels je reviendrai plus tard. Bubong et Duc Lap étaient des camps de réfugiés qui auraient regroupé entre 2000 et 4000 réfugiés en 1971 et qui étaient gérés par des soldats américains et sud-vietnamiens installés dans des camps militaires appelés Civilian Indigenous Defense Group, qui étaient à proximité immédiate et que vous voyez juste à côté. Lorsque d'anciens réfugiés Bunong parlaient de leur fuite vers le Vietnam, ce qui pouvait paraître étonnant, c'est qu'ils firent référence aux soldats sud-vietnamiens et à leurs alliés américains comme protecteurs plutôt que comme attaqueurs, et aux Vietnamiens communistes comme menace, alors que la présence de ceux-ci n'avait pas été décrite comme problématique auparavant. Plusieurs anciens habitants de Bundron expliquaient ainsi que lorsqu'ils s'enfuirent, ils furent protégés des Vietnamiens communistes qui se cachaient en forêt par un hélicoptère qui les survolait et des soldats sud-vietnamiens qui les entouraient. Il se peut que les antagonismes et les alliances impliquées dans ces descriptions furent influencés par la stratégie Hearts and Minds mise en place par les forces spéciales américaines qui cherchaient à gagner la confiance des habitants des Hautes-Terres en plus de faire circuler une propagande anticommuniste. Ainsi, les habitants de Lampe avaient été incités à s'enfuir par des Bunong du Vietnam qui communiquaient à travers des haut-parleurs assis dans des hélicoptères pilotés par les forces spéciales pour donc informer les villageois de s'enfuir avant précisément d'être bombardés.
Après m'avoir expliqué cette façon que c'était ça qui s'était passé, un ancien de l'Impeu, M. Bunong, conclut donc que les Américains ne voulaient pas blesser Bunong et que si c'est arrivé, c'était seulement par accident. À la potentielle influence de ce volet de propagande s'ajoutent les effets de la vie dans les camps de réfugiés. Un aspect récurrent dans les récits d'anciens réfugiés fut l'expression d'un malaise créé par le fait de s'être trouvé dans l'incapacité de travailler ses propres champs et de dépendre, du moins par moment, de dons alimentaires et autres distribués par les responsables militaires des camps. Pour des personnes attribuant autant de valeur à l'échange, que ce soit de viande, de vin, de riz ou d'autres aliments dans l'établissement et dans le maintien de leurs relations, que ce soit avec d'autres humains ou avec les esprits et les ancêtres, le fait d'être réduit à recevoir des aliments de la part d'étrangers a probablement été profondément perturbant, si ce n'est humiliant. Par ailleurs, l'incapacité des réfugiés Bunong à remédier aux violences que la guerre avait fait subir à certains esprits Prahyang est susceptible de les avoir mis dans une position de vulnérabilité spirituelle sur laquelle je reviendrai. On peut dès lors se demander si ce ne fut pas un sentiment d'infériorité de la part des réfugiés Bunong qui contribua à ce qu'ils attribuent à ces militaires américains et sud-vietnamiens le rôle de protecteurs, alors que c'était également les responsables de leur dislocation et donc de leur vulnérabilité. Ce sont là des éléments à garder à l'esprit lorsqu'il s'agira de réfléchir à ce qui a pu motiver certains Bunong à retourner au Cambodge en tant que soldats. Ce fut à Bubong que Mesok et Pesok, de même que Pekron, furent recrutés pour rentrer défendre leur pays, selon leurs termes. Pekron rapporta qu'il fut parmi les premiers à être transporté à Phnom Penh, seulement quelques semaines après son arrivée à Bubong. Il fut alors un jeune homme approchant la vingtaine et encore célibataire qui laissait derrière lui ses parents. Il se rappela des camions conduits par des Américains et des Sud-Vietnamiens qui les avaient transportés, lui et les autres recrues Bunong, à Ban Met Wat. Vous voyez ici. Donc là sont les camps de Bubong et de Duklap et Ban Met Wat se trouve là. Donc la capitale de la province voisine du Darlak. Et de là, ils furent emmenés en avion à Phnom Penh. Ban Met Wat fut aussi le premier stop de pour Mesok et Pesok, mais leur groupe, parti après celui de Pekron, il fut emmené en hélicoptère et poursuit un itinéraire moins direct, avec comme première escale Saigon et ensuite Canteux, où Pesok raconte avoir reçu une formation de base par des soldats américains avant d'embarquer sur un bateau qui les amenait à Phnom Penh. Les réfugiés partis de Duklap semblent avoir suivi un itinéraire similaire. D'après une dame qui était partie en camion avec son mari jusqu'à Ban Met Wat, les recrues Bunong y montèrent à bord d'un avion les emmenant à Phnom Penh, alors qu'elle-même allait retourner dans le camp pour s'occuper de ses parents. Dans cette partie, je tâcherai de fournir les quelques informations écrites qui contribuent à émettre des hypothèses quant aux acteurs impliqués dans l'organisation de cette entreprise et vous propose donc de réfléchir aux manières dont cette mission a pu faire sens pour les recrues Bunong. Lorsque nos interlocuteurs formulaient les raisons qu'on leur avait présentées à eux ou à leurs proches pour partir à Phnom Penh, l'une des explications les plus couramment entendues était qu'il s'agissait de, je cite, « joindre l'armée de Lon Nol afin de défendre le pays contre les Khmers rouges et les Viet Minh ». Viet Minh, c'est le mot utilisé le plus souvent pour parler des Vietnamiens communistes de manière générale. À peine un mois après la prise de pouvoir de Lon Nol, c'est-à-dire en avril 1970, l'armée cambodgienne, renommée Force armée nationale khmer, FANK, avait déjà perdu une grande partie du pays, dont les provinces de Mondulkiri et de Ratanakiri. Il était donc évident qu'un renfort substantiel était nécessaire pour eux afin de confronter les forces communistes qui gagnaient en ampleur. On est cependant droit de se demander ce qui a pu motiver ces habitants des Hautes-Terres à rejoindre les forces armées cambodgiennes, certains même avec un apparent entrain.
Peucrone insista ainsi pour dire que lui et ses pères étaient partis entièrement de leur propre gré, et un homme originaire du village de Boutoy rapporta que parmi ses co-villageois, la motivation avait été grande et qu'à l'exception de sa propre famille, tout le monde était parti. Il me paraît peu probable qu'à la fin des années 60, l'idée d'aller se battre à Phnom Penh pour le Cambodge ou encore une république khmer ait fait écho parmi ses habitants des marges, parmi lesquels le gouvernement cambodgien n'avait pas arrêté de regretter l'absence d'un sentiment d'appartenance nationale. Les précisions que nos interlocuteurs ont fournies quant au processus de recrutement ont permis d'ouvrir plusieurs pistes d'explication. Tout d'abord, d'après quasiment tout le monde, la mission avait été présentée comme les engageant que pour 3 mois. Une personne parlait de 6 mois, mais pas de plusieurs années. Plus important encore, Mesok et Pesok disaient penser qu'il s'agissait de rentrer défendre leur propre terre, donc Mondulkiri. Il s'agit là en fait d'une information que j'ai mis du temps à comprendre parce que le mot en Bunong que les gens ont utilisé, c'est celui de Bri, pour ceux qui parlent khmer, c'est proche de Prei, qui veut tout autant dire forêt que territoire villageois, et c'est aussi utilisé pour faire référence au pays. Et comme je savais que les gens étaient restés à Phnom Penh, je partais du principe assez bêtement qu'on parlait juste de rentrer au Cambodge, mais en fait, il était apparemment spécifié qu'il s'agissait de rentrer sur leur terre à eux, à Mondulkiri. Après avoir spécifié ce point, Mesok a lancé un mroh, ça veut dire mensonge, un peu irrité, parce que c'est clairement pas ce qui s'est passé, mais elle s'est rapidement ravisée en rajoutant que les responsables eux-mêmes n'étaient probablement pas au courant que ce n'était plus possible de rentrer à Mondulkiri. Alors qu'au début, je me demandais s'il n'y avait pas eu un malentendu ou même si la mission n'avait pas seulement été promue comme ramenant les recrues sur leur terre afin de les motiver, un rapport américain récemment trouvé laisse croire que c'était tel que Mesok l'a supposé, donc que ce fut un projet mais qui s'est avéré irréalisable. Tournons-nous donc vers ce document et d'autres bribes de sources écrites. Selon le rapport américain sur la situation au Cambodge en 1970, qui fut publié en septembre de la même année, un colonel des FANC, donc des Forces armées nationales khmer, nom de l'ESCOSEM, aurait insisté dès fin avril que face à la situation critique dans laquelle se trouvait le pays, il était nécessaire, je le cite, d'organiser tous les éléments de la société, c'est-à-dire non seulement la majorité khmer, mais aussi les minorités ethniques, notamment les Thiam, dont il fait lui-même partie, et les minorités montagnardes. À cette fin, il formula notamment un plan visant la création d'une force armée entièrement commandée par des habitants des Hautes-Terres qui fonctionnerait sur le modèle des guérillas et serait précisément capable d'opérer dans les régions frontalières des Hautes-Terres entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Ce projet aurait été proposé en juillet-août 1970 par le colonel Lescosem et les membres du Front uni de libération des races opprimées, de lutte des races opprimées, FULRO, un mouvement sur lequel il faut s'arrêter un instant. Depuis au moins 1964, le colonel Lescosem, que vous voyez ici, qui endossait non seulement un rôle militaire, mais se trouvait également à l'origine d'un mouvement appelé Front pour la libération du Tiampa, avait tissé des liens avec des membres du Bajaraka, un mouvement ethno-nationaliste regroupant des habitants des Hautes-Terres du Vietnam qui s'opposaient aux politiques assimilationnistes brutales du régime sud-vietnamien de Nguyen Diem. Avec le soutien de Sihanouk et de Lon Nol, qui fit alors commandant en chef de l'armée, l'alliance entre l'ESCOSEM et les militants du Bajaraka, dont le leader Radé Ibam Enwol, qui est sur cette photo-là, donna lieu à la création du FULRO, donc du Front uni de lutte des races opprimées, qui regroupa aussi une frange Khmer Khlaum sous la direction du colonel Umsavut. Nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails de cette alliance très complexe, mais notons qu'elle fut sous-tendue par un discours soulignant des liens qui auraient existé historiquement
qui aurait uni historiquement ces différents groupes face à un ennemi vietnamien qu'ils partageaient. Des militants montagnards du Vietnam s'installèrent alors de l'autre côté de la frontière à Mondulkiri, mais au fil des années, il y eut d'importantes scissions au sein du Phulro, ce qui faisait en sorte qu'en 70, il ne restait plus qu'un petit groupe d'environ une centaine de personnes des hautes terres du Vietnam qui étaient installées à Phnom Penh. Et certains d'entre eux avaient en fait endossé une position au sein de l'armée cambodgienne, et on peut supposer que ce fut avec eux que l'ESCOSEM proposa le projet de guérilla montagnarde dont il fut question dans le rapport. Ce qui n'est pas spécifié dans ce rapport sont les modalités de recrutement envisagées pour former cette force armée d'habitants des hautes terres. Et on ne peut que rappeler que le nord-est cambodgien était alors déjà aux mains communistes. Dans un livre de l'anthropologue américain Gerald Hickey que l'on trouve l'information qu'en juin ou juillet 70, certains leaders montagnards du Phulro, basés à Phnom Penh, se rendaient régulièrement au Vietnam pour essayer d'y recruter des soldats, apparemment sans grand succès. On peut en effet imaginer que la mobilisation d'habitants des hauts plateaux du Vietnam fut compliquée par les scissions qui ont eu lieu à l'intérieur du Phulro, mais qu'au contraire, le pool de réfugiés montagnards du Cambodge, qui étaient tous rassemblés dans des camps de réfugiés, apparut comme une ressource humaine particulièrement intéressante. 2 articles de journal parus en avril 1971, l'un dans le New York Times et l'autre dans Le Monde, apportent de rares informations à ce sujet, et je remercie William Chickering et Jean-Pierre Chazal de m'avoir communiqué ces précieuses références. L'article écrit par Henry Kam dans le New York Times déplore les mauvaises conditions dans lesquelles les réfugiés montagnards cambodgiens vivaient dans les camps sud-vietnamiens, se faisant le relais du commandant de l'armée cambodgienne en charge des réfugiés, qui était en fait un Jarai du Vietnam et membre du Phulro. Pour remédier au problème, celui-ci aurait suggéré d'envoyer ces réfugiés au Cambodge afin de les armer et de les renvoyer protéger leur communauté. L'article paru dans Le Monde et signé par Jean-Claude Pomondi, spécialiste de la guerre du Vietnam, mentionne quant à lui que, je cite, des officiers de Phnom Penh, sous la direction du colonel Lon Non, qui était le frère du général Lon Nol, juste une lettre différente, et en étroite collaboration avec les autorités américaines et sud-vietnamiennes, se rendirent au Vietnam pour y recruter des partisans parmi les réfugiés, et lui le spécifiait, parmi les réfugiés Mnong, donc les Bunong de Mondulkiri, qui étaient regroupés dans le camp de Bubong. Il cite le chiffre de 140 hommes qui auraient été avancés par le chef de province de Quang Duc, alors que les officiers cambodgiens parlaient de 200 à 300 personnes recrutées. Il est intéressant de noter que cet article mentionne également le projet de former des unités de montagnards qui pourraient s'infiltrer en territoire ennemi, c'est-à-dire fort probablement dans les régions perdues du Nord-Est dont les recrues étaient issues. Alors que ces volontaires Bunong se sont retrouvés cantonnés à défendre Phnom Penh et les environs, ces informations laissent penser que Mesok et Pesok ne furent pas les seuls à être partis sur cette mission en pensant retourner défendre leur terre d'origine. Un projet qui était bien plus susceptible d'avoir fait sens pour eux, puisqu'il était lié à l'espoir de pouvoir renouer avec leur terre, avec les esprits et les ancêtres qui les habitaient, et avec les champs et forêts qui leur permettaient de subvenir à leurs propres besoins. Il s'agit cependant de mentionner qu'il y eut aussi des réfugiés qui, une fois que les combats et les bombardements les plus violents semblaient s'être calmés, sont eux retournés directement à Mondulkiri. Donc, ils sont rentrés par le même chemin que celui par lequel ils étaient venus. On peut donc se demander, l'enrôlement dans l'armée n'était donc pas le seul moyen pour envisager ce retour. Une autre dimension importante à prendre en considération pour réfléchir à ce qui a pu donc mener certains à opter pour ce chemin-là
c'est de s'intéresser plus spécifiquement à qui ont été les recruteurs. Tandis que d'après nos interlocuteurs Bunong, ce furent en effet des soldats américains et sud-vietnamiens qui assuraient le transport des volontaires, le recrutement et l'accompagnement des recrues fut pris en charge par des Bunong, eux-mêmes originaires de Mondulkiri, et par un Khmer, ancien chef de district à Mondulkiri. Les 3 personnes Bunong régulièrement évoquées avaient chacune été détentrices d'une position officielle sous le régime précédent. Pekon Mbai fut dignitaire militaire dans l'armée, puis un autre fut infirmier et le 3e instituteur. Il s'agissait donc de 3 personnes dont la position fit en sorte qu'elles étaient bien connues dans la région et bénéficiaient d'une certaine influence. On est en droit de se demander dans quelle mesure Pekon Mbai, c'est-à-dire celui qui avait une position dans l'armée, n'a pas influencé, voire même demandé l'engagement de Bunong, qui était aussi déjà membre, qui était déjà soldat dans l'armée du régime précédent, de se joindre à cette mission. Force est de constater que parmi les personnes énumérées comme étant parties à Phnom Penh, un assez grand nombre de ceux dont en tout cas nous on a entendu parler, il se trouvait qu'ils étaient déjà soldats avant. Donc ici on voit la photo du père d'une dame que j'ai pu rencontrer, et en fait les 2 frères de Mesok et son beau-frère, qui sont tous partis aussi, étaient à leur tour des soldats. Donc, soldats Bunong à l'intérieur de l'armée cambodgienne. Un autre facteur d'influence susceptible d'être rentré en compte est celui des liens familiaux et villageois. Il est intéressant de noter que toute la famille de Mesok et nombre d'autres recrues étaient originaires de Lampe, le village auquel le recruteur et militaire Pekon était lui-même aussi attaché. Relevant par ailleurs que Butoy, dont les villageois sont quasi intégralement partis à Phnom Penh, et le village dont était originaire Phok Ngrong, que vous voyez sur cette photo, qui était l'un des Bunong les plus haut placés au niveau de la province de Mondulkiri et aussi l'une des premières victimes des Khmers rouges, assassinées en 69 ou en 70, donc très, très tôt. On peut dès lors se demander si l'engagement massif des villageois de Butoy dans un combat présenté comme étant mené contre les Khmers rouges n'avait pas été nourri par la volonté de venger le meurtre de Phok. Cette question m'est survenue suite à une réflexion de la belle-sœur de Phok, qui expliquait le fait qu'aucun de ses co-villageois qui étaient partis à Phnom Penh n'en soit revenu. Et elle dit, je la cite, « Les Khmers rouges avaient peur que s'ils en laissaient un seul en vie, sa famille viendra les tuer en retour. » Donc, cette idée de vengeance est présente, mais pour expliquer dans ce cas-ci pourquoi tous ceux qui sont partis sont probablement morts. En dernier lieu, se pose la question de l'influence du fulro. Alors que toutes les personnes avec qui nous avons discuté, disaient avoir connu ou avoir été au courant du fait que des militants du fulro étaient établis à Mondulkiri, ils affirmaient aussi ne pas avoir été en contact avec ces militants. On peut cependant imaginer qu'il n'en fut pas de même pour les 3 responsables Bunong, puisque l'instituteur et l'infirmier travaillaient à l'endroit même où se trouvait un important camp du fulro, et Pekon Mbai, le militaire, avait probablement été amené à collaborer avec des membres du mouvement montagnard à la fin des années 60, lorsque ceux-ci appuyaient des actions menées par l'armée cambodgienne dans le nord-est. De manière plus générale, on peut considérer que tous ceux qui avaient détenu quelques positions en lien avec le gouvernement sous le Sankum commençaient à se voir en danger dans un Mondulkiri où les Khmers rouges entamaient les répressions et qui se sentaient par conséquent plus attirés vers ceux qui disaient combattre ces mêmes Khmers rouges. Alors que de très nombreuses questions restent ouvertes, le croisement de récits et de bribes de sources écrites dresse les contours de la mission qui a amené les réfugiés Bunong à Phnom Penh, contexte auquel il s'agit maintenant de s'intéresser plus en détail.
Lorsqu'ils arrivèrent à Phnom Penh, les Bunong du Cambodge étaient installés sur la presqu'île de Choi Chong Va, que vous voyez ici, dans un camp appelé Prek Tasek. Les 3 hommes Bunong qui les avaient recrutés tenaient des positions d'encadrement dans le camp, tandis que ceux que Mesok et Pesok appelaient les chefs Jarai et Radé, qui étaient tous des membres du Fulro, vivaient en ville. D'après William Chickering, les dépenses encourues pour le camp figuraient sur le budget de l'État comme étant les dépenses de la province de Mondulkiri. Et la personne qui était nommée ou qui était désignée comme chef du camp, qui est Ibun Sur, un Mnong Relam du Vietnam, aussi membre du Fulro, portait en fait le titre officiel de chef de province de Mondulkiri. Ce dernier point fut confirmé par Mesok, qui évoqua le passage ponctuel de ce chef de province à Prek Tasek, en ajoutant qu'il avait un titre, mais pas d'endroit où siéger. Je mentionne qu'il y a un article très intéressant sur la vie d'Ibun Sur qui paraîtra prochainement dans la revue Seksachak. Alors que Prek Tasek restait la base pour les familles de soldats Bunong, ceux-ci, en grande majorité des hommes, étaient rapidement envoyés en formation et ensuite à des postes militaires situés pour la plupart sur la presqu'île. Les récits des 3 personnes qui sont revenues de cette mission nous donnent une impression de la vie dans l'orbite des FANK, des Forces armées nationales khmer, ainsi que de façon de se rappeler de cette période violente. En parlant de ses premiers temps à Phnom Penh, Pekron rapporta que l'unité dont il faisait partie était communément appelée Mondulkiri Bataillon. Et eux-mêmes, tous des Bunong, ils étaient appelés soldats Mondulkiri. Cette information prend un intérêt particulier lorsqu'on la met en regard avec un écrit de Kenneth Conboy, un vétéran américain de la guerre du Vietnam qui a publié plusieurs livres sur les forces armées nationales khmer. Dans un inventaire de toutes les composantes des FANK, Conboy mentionne la 40e brigade qui était censée voir le jour en 1972 et qui donc était censée être composée de tribesmen, montagnards de Mondulkiri, emmenés et entraînés à Phnom Penh. Ce projet n'aurait cependant pas vu le jour puisque le lieutenant américain qui en était chargé est décédé dans un accident d'avion en 1972. Quoi qu'il en soit du projet, le nom semble avoir survécu, ce qui n'est pas non plus étonnant au vu du fait que le camp de Prek Tasek était donc représentait en fait la province de Mondulkiri et son chef porta le titre de gouverneur. Ce fut cependant de son temps dans le 3e groupe des forces spéciales dont Pekron parla le plus et non pas sans une pincée de fierté. Notant qu'il disait en fait force spéciale en français, ce qui fit augmenter ma surprise quand je l'entendis pour la première fois. Il rapporta notamment que fin 1972, son groupe partit à Lopburi en Thaïlande pour une formation de 6 mois octroyée par des militaires thaïs, américains et en présence de personnes khmères qui faisaient la traduction. Ces informations coïncident entièrement avec la description que Kenneth Conboy fait du projet Freedom Runner, dont il explique qu'il fut géré par des forces spéciales américaines. Au cours de sa formation à Lopburi, Pekron dit avoir appris des techniques de combat, mais aussi, je traduis du Bunong, comment parler en chiffres à travers le monde, je suppose qu'il s'agissait de codage secret, et le plus important, le saut en parachute. Il expliqua en grand détail comment ils apprirent d'abord à sauter sans équipement à moindre altitude, avant de monter dans une machine à ailes, c'est-à-dire un hélicoptère, pour en descendre parachute en main. Il précisa qu'à la fin de leur entraînement, ils reçurent 3 écussons, un Cambodgien, un Thaï et un Américain, des contours desquels ils se souviennent encore presque 50 ans plus tard. Donc vous voyez ici le dessin qu'il a fait pour montrer à peu près de quoi ces écussons avaient l'air. De retour à Phnom Penh, Pekron fit partie d'une équipe de 12 personnes qui fut menée par un Radé et composée d'hommes appartenant aux minorités Radé, Jarai et Khmer. Pekron étant le seul Bunong.
On peut alors se demander si le groupe de Peukron correspondait à cette A-team de Khmer Le, donc de Khmer d'en haut, montagnard, que Conboy mentionne en passant dans un chapitre sur les forces spéciales Khmer. Selon Peukron, leur travail consistait à apporter de la munition et du riz en hélicoptère aux soldats des alentours de Phnom Penh, à ramener les blessés et à remobiliser les gens, surtout suite à des batailles perdues qui donnaient lieu à de nombreuses désertions. Demandé s'il avait aussi pris part à des batailles, Peukron répondit que, je le cite, « Non, nous travaillons comme des leaders, marchant dans le ciel ». Aussi étonnant que cela ait pu paraître à première vue, cet homme Bunong, installé aujourd'hui dans une petite maison en bois près de ces arbres d'EVA, fit bien partie des forces spéciales Khmer. Il reste à explorer comment il fait aujourd'hui sens de ce passé. Alors qu'il semblait flatté de revenir sur son engagement militaire, particulièrement sur les détails de son entraînement, j'ai eu l'impression qu'il ne s'agissait pas d'histoires que Peukron évoquait souvent. D'une part, sa fille d'environ 13 ans suivit son récit avec une très grande attention, et de l'autre, il se trouve que très peu de gens de son village semblent avoir été au courant de cet épisode de sa vie. On peut dès lors se demander ce que devient un souvenir d'une expérience dans l'absence de tous ceux avec qui on l'a partagé. Peusok. Peu après être arrivé à Phnom Penh, Peusok fut envoyé avec un groupe estimé à environ 500 personnes, des Bunong, des Radéje Jarai et des Khmer Krom, à un entraînement à Long Hai au Vietnam. La formation fut dispensée par des soldats américains appartenant aux forces spéciales et Peusok dit y avoir appris à manipuler des armes et à travailler comme un soldat. Tandis que dans le souvenir de Mesok, son mari était parti pendant 1 an, ce dernier estima qu'il s'agissait plutôt de 3 mois, ce qui correspond davantage aux 11 semaines qui, dans des sources écrites, duraient la formation pour les soldats cambodgiens qui étaient envoyés au Vietnam selon divers historiens militaires. Une fois de retour à Phnom Penh, Peusok fut nommé co-responsable d'un groupe de 36 soldats, tous des Bunong de son village et des villages environnants. Et au début, on les aurait emmenés en camion attaquer des fiefs Khmer rouges avec des hélicoptères qui les survolaient. Mais comme le dit Peusok, et là je cite ses propres mots, « Nous sommes allés combattre l'ennemi 1 ou 2 fois avant que l'ennemi vienne nous combattre jusqu'au bout. » La tâche principale de nombreux soldats Bunong devint alors de la défense de pans reliant la péninsule à la terre ferme. Peusok fut à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes établies dans une pagode près du pan numéro 9, que vous pouvez voir ici. Je pense que c'est approximatif comme positionnement. Il se rappela du soir où les Khmer rouges attaquèrent, tuant plusieurs de ses soldats, dont les 2 frères de Mesok, donc sa femme. Il rapporta aussi que les hommes de Butoy, le village qui s'était quasi entièrement mobilisé, furent tous tués lors de l'attaque du pont numéro 7 dont ils assuraient la garde. La situation serait devenue particulièrement tendue en 1973 quand le groupe de Peusok combattait pendant presque 2 semaines sans interruption. Le pont numéro 9 fut bombardé et tandis que dans le camp de Prektasek, on les croyait déjà perdus parce que le signal de radio avait été coupé, Peusok raconta comment lui et ses hommes sont descendus le Mekong à la nage en essayant d'échapper aux tirs des Khmer rouges pour arriver au camp le lendemain matin, au camp de Prektasek. Mesok lui aurait alors demandé de rendre ses armes et de quitter l'armée puisque, comme elle expliqua, elle était inquiète que, je la cite, « sinon il ne resterait personne pour s'occuper de la famille », étant donné que ses 2 frères et son beau-frère avaient déjà été pris par la guerre. Peusok quitta alors ses fonctions, un choix qui ne fut apparemment pas du tout récurrent, mais qui peut être vu comme reflétant la priorité accordée aux responsabilités qu'il avait en tant qu'homme Bunong, en tant que mari,
aussi père à ce moment, à l'égard de sa famille qui l'emportait sur des responsabilités vis-à-vis de l'armée. Alors que Pessoc semble aujourd'hui entièrement en accord avec cette décision, poussée par la très résolue Messoc, on peut se demander s'il en fut autant au moment de la prendre ou si elle rentra alors en conflit avec d'autres loyautés. Messoc, pendant que son mari était parti en poste, vivait à Prek-Tessek avec sa famille, avec sa tante, sa sœur, sa belle-sœur et les enfants de celle-ci. D'après Messoc, dans le camp, ils étaient des centaines, voire des milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et surtout des gens d'origine Bunang. Certains vivaient dans un bâtiment qui avait été une école, d'autres dans des abris entourant le complexe scolaire, le tout étant organisé en villages numérotés. Contrairement aux annonces faites au moment du recrutement, il n'y eut apparemment pas de fourniture d'aliments, et Messoc raconte qu'au début, elle collectait des coquillages, des bananes ou encore de la canne à sucre qu'elle vendait au marché afin de pouvoir acheter du poisson au port avec l'argent ainsi gagné. Elle fut ensuite recrutée ensemble avec d'autres femmes du camp pour travailler dans une usine de caoutchouc située à Phnom Penh. Elle se rappelle des 16 machines qui traitaient le latex pour qu'il puisse servir à fabriquer des pneus et aussi de la puanteur du liquide blanc. Les tâches auraient été lourdes, mais elle continua de travailler après être tombée enceinte de leur premier enfant. Le travail s'arrêta lorsque la route reliant la capitale à Kampong Cham, d'où venaient les VA, fut coupée, et Messoc resta alors au camp où les habitants passèrent une grande partie du temps à se cacher dans les tranchées pendant que, comme elle dit, les bombes tombaient comme la pluie. Lorsqu'un certain calme revint et Pessoc avait quitté l'armée, la petite famille commença à travailler un bout de terre au nord du pont de Choi Chongva, où, comme Pessoc l'évoqua avec un sourire, il lui arrivait même de pêcher. Il avait par ailleurs commencé à travailler dans une usine de briques pour compenser le salaire qu'il avait perdu en quittant l'armée. Encore une fois, ces récits ouvrent de nombreuses questions, notamment sur la manière dont Messoc et ses co-ouvrières Bunong vécurent le travail à l'usine, alors qu'elles étaient habituées à un travail des champs dans lequel leurs gestes étaient articulés avec ceux de leurs proches et le fruit de leurs efforts dépendait de leurs interactions avec les esprits du riz. Après avoir esquissé les grandes lignes de la vie de Messoc et de Pessoc à Phnom Penh, je souhaite aborder trop succinctement leur conversion au christianisme dont l'évocation fut en fait à l'origine de cette recherche. L'histoire que le couple raconta fut pour le moins étonnante. Ils expliquèrent en effet que des parents restés au Vietnam leur avaient dit de suivre leur décision d'adopter le christianisme. Lorsque nous leur demandions comment cela fut possible étant donné que ces gens étaient loin, mais Pessoc précisèrent qu'ils parlaient au travers d'un magnétoscope. En effet, Pekon Bai, donc le recruteur Bunong, membre de l'armée, aurait en effet fait des allers-retours entre les camps de Phnom Penh et du Sud-Vietnam et aurait rapporté ces enregistrements de l'un de ses voyages. Sortaient alors du magnétoscope les voix des proches de Messoc et de Pessoc qui leur expliquèrent qu'ils s'étaient retrouvés dans l'incapacité de purifier la malmort de membres de leur famille et la destruction de leur village, et que cela les avait poussés à se tourner vers un Dieu assez fort pour les protéger de la colère que l'absence de réparation de ces violences avait provoquée chez les esprits. Il est probable en fait que les violences dont il était question furent celles qui retombèrent sur les parents et les jeunes frères de Messoc, qui avaient pris le pari de quitter les camps de réfugiés pour retourner à Mondulkiri directement lorsque la situation s'était un peu calmée. Après un bref et relatif retour à la normale, en 1973, les Khmers rouges firent irruption dans le village que ces membres de la famille de Messoc avaient reformé avec d'autres personnes qui étaient aussi rentrées, et ils brûlèrent les maisons, forcèrent les habitants de venir avec eux. Les parents et la sœur cadette de Messoc réussirent à s'enfuir et à retourner à Bubong, mais ils perdirent leur fils qui fut tué au cours de l'attaque. Les personnes à Phnom Penh qui se trouvaient encore plus dans l'impossibilité d'opérer quelque rite expiatoire que ce soit, suivirent alors leurs parents
dans leur soumission à ce Dieu nouveau afin d'être à leur tour protégés contre les représailles des esprits lésés et non dédommagés. Cela nous emmènerait trop loin de parler de l'encadrement missionnaire qui a suivi ces conversions, mais vous voyez sur cette photo un groupe de personnes qui posent fort probablement à la sortie d'un service religieux à Phnom Penh, donc à Chotjongwa. C'est en tout cas l'interprétation des sœurs de la jeune femme que vous voyez tout en haut à droite qui me montrèrent cette photo qui leur avait été envoyée en fait dans le sens inverse par Pekon Bai. Je terminerai par le peu de choses que l'on sait sur ce qui s'est passé après Ktesek en avril 1975, lorsque les Khmers rouges ont pris Phnom Penh et marqué l'année zéro du Kampuchea démocratique. Mais Pesok se trouvait alors en ville où Pesok était hospitalisé après avoir été blessé par un éclat d'obus. Pekron, quant à lui, était à son poste militaire et essayait de s'enfuir alors que les ponts de la péninsule avaient été démolis. Il dit que les gens essayaient de s'enfuir dans des bateaux surchargés, voire en nageant, et rajouta que beaucoup de corps flottaient sur le Mékong. Mesok évoqua des souvenirs tout aussi sombres pour m'expliquer ce qui l'amenait à dire que la plupart des gens du Prektesek étaient morts. Lorsqu'elle et Pesok furent éconduits de Phnom Penh par les Khmers rouges, ensemble avec des foules d'autres personnes, elle garde le souvenir de nombreux cadavres qu'elle a dû enjamber sur le chemin. Le couple dit avoir entendu que d'autres Bunong avaient survécu à la prise de Phnom Penh, mais il considère qu'il fut peu probable qu'ils aient également survécu aux interrogatoires des Khmers rouges, éliminant tous ceux qui avaient détenu une fonction au sein du régime de Lon Nol. En effet, tous les dignitaires montagnards du Phulro, qui s'étaient réfugiés à l'ambassade de France, furent forcés par les Khmers rouges d'en sortir et furent très probablement tués, comme c'est un épisode que rapporte aussi bien François Panchaud que François Bizot. Si Mesok et Pesok réussirent à s'en sortir, c'est parce qu'ils cachèrent l'implication militaire de Pesok et expliquèrent qu'ils travaillaient en fait dans l'usine d'EVA et de briques respectivement. Ils furent forcés de marcher jusqu'à un camp situé dans la province de Kampong Cham, où ils travaillaient les rizières jusqu'à la libération du pays par les forces vietnamiennes en 1979. Après avoir vécu pendant une dizaine d'années dans les environs de Snoul, c'est-à-dire en bas, au pied des hauts plateaux, ils sont rentrés à Bousra dans les années 90 et alors qu'ils avaient perdu leur premier enfant lors de la marche forcée de Phnom Penh à Kampong Cham, ils s'installèrent avec les 4 qui l'ont suivi auprès des membres de leur famille qui étaient eux revenus du Vietnam. Pekron réussit lui aussi à cacher sa position au sein des forces spéciales et fut forcé de travailler dans un camp de la province de Kratie, dont il s'échappa pourtant en 1978 pour rejoindre les forces armées pro-vietnamiennes et revenir après une brève formation pour, encore une fois en tant que soldat, mais cette fois-ci dans une autre formation pour combattre les Khmers rouges à Kratie. Suite à la libération du pays, il était sélectionné pour participer à une formation dans les télécommunications et il retourna à Mondulkiri en 1981 pour être en charge du département des télégrammes et dans le centre de province. Il maria une femme Bunong de Bousra et devint secrétaire communal après avoir quitté son poste aux télécommunications. S'il est impossible de rendre justice au cheminement complexe de ces 3 personnes en si peu de temps, ces quelques phrases donnent une impression de leur intensité et de leur dureté. Mesok et Pesok, ainsi que Pekron, ne furent peut-être pas les seuls à avoir survécu à ces années de guerre, mais il paraît peu probable que beaucoup de Bunong aient pu faire face à une cumulation aussi importante d'adversités. Difficile à compter, les vies des Bunong qui ne sont pas revenus ne sont pas oubliées, puisque leurs proches qui ont survécu aux années de guerre, d'un côté ou de l'autre de la frontière, se rappellent de ceux qu'ils ont perdus en chemin. Les souvenirs des années passées dans les forces armées nationales khmer sont cependant des souvenirs solitaires, partagés seulement par une poignée de personnes. J'espère que la manière dont nos interlocuteurs ont rendu ce passé lisible pour moi et pour mes jeunes interlocuteurs, mes jeunes collaborateurs Bunong, fit également sens pour eux,
peut-être en vue de réclamer une place dans une histoire dominante dont il reste encore largement effacé. En ce qui concerne le projet et la mise en œuvre de l'embrigadement des réfugiés Bunong au sein de l'armée cambodgienne, il n'y a pas de doute que les hommes du FULRO y jouèrent un rôle important et que les armées américaines et sud-vietnamiennes contribuaient beaucoup au niveau des formations. Il reste cependant énormément d'inconnus qui nous empêchent notamment de comprendre pourquoi cette entreprise est restée absente du registre historique. Donc, pourquoi on parle d'autres personnes qui sont ramenées du Vietnam à ce même moment, notamment des gens Khmer Kram, et il n'est jamais vraiment, sauf dans ces articles de journal, question des Bunong. Alors qu'à prime abord, il pouvait paraître difficile d'imaginer ce qui a pu pousser les habitants des hautes terres du Cambodge à s'impliquer dans ce combat, les récits de quelques survivants et des sources écrites, même lacunaires, ont permis d'émettre ces quelques hypothèses. Moins qu'un projet ethno-nationaliste ou un projet défini selon des termes à strictement parler politiques, l'attachement des volontaires Bunong à leur terre et aux esprits qui l'habitent joua probablement un rôle important. De même, on peut imaginer que des relations préexistantes avec le gouvernement, par implication directe ou par le biais de relations, fut susceptible d'avoir poussé certains à choisir ce détour pour entrer sur leur terre, qui n'a finalement pas eu lieu, plutôt que le chemin direct perçu comme trop périlleux. Il reste à se pencher sur les manières dont ces habitants des Hautes-Terres ont géré les cicatrices laissées par les innombrables violences et ruptures connues au cours des années de conflit. Ce qui est néanmoins d'ores et déjà clair, c'est que leurs histoires résistent à toute simplification et qu'eux-mêmes sont dotés d'une impressionnante capacité de persévérer. Et vous remerciant pour votre intérêt, je vous pose une photo de Mesok et de Pesok qui sont en train de se rendre en vélo à leur champ en début de cette année.